Donc, bonjour, je suis Frédéric Lepied, je travaille pour Red Hat, comme c'est indiqué. Je ne vais pas vous parler vraiment des produits Red Hat aujourd'hui. Je vais plus vous parler d'une nouvelle façon de faire du CI, en fait, de l'intégration continue. C'est issu de la façon de travailler en fait du projet OpenStack. Donc je vais vous décrire un petit peu comment ça fonctionne. Donc moi je suis dans les équipes d'engineering OpenStack chez Red Hat. Et donc voilà, donc on participe à tout ça et puis je vais vous expliquer un petit peu dans la suite comment vous pouvez en bénéficier. Un petit sondage avant, qui est-ce qui utilise Jenkins dans ces projets? Juste lever un peu la main, pas mal. Qui est-ce qui utilise Gerrit? Un peu moins, ok, très bien. Je fais ça, voilà. Donc l'agenda, on va juste parler de l'état de l'art, en fait, les gens qui utilisent Jenkins, comment ils procèdent actuellement. Après, l'évolution qui a été apportée par les projets type OpenStack sur comment mettre en place des CI. Et après, c'est comment le faire dans vos propres projets ou dans vos entreprises. Donc j'appelle ça un staging CI. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quand on définit des CI, en général, un système d'intégration continue, on va le définir comme étant une pipeline de jobs en fait, donc un enchaînement de jobs. En général, comment ça se passe? Donc on met en place un système de revue de code ou pas. Donc ça dépend des sociétés. Ça coûte en général pas mal de développeurs de faire ça. Donc c'est un investissement pour un retour. Tout le monde ne voit pas obligatoirement l'avantage. Bon, je pense que c'est intéressant de l'avoir. Bon, après, en général, qu'est-ce qui se passe? Le développeur pousse leurs modifications en fait, dans la branche du système de versionnement qui est utilisé pour fabriquer le produit. À partir de ce moment-là, le système de CI va se déclencher. Il va prendre le nouveau commit, va fabriquer le résultat qui est attendu. Donc ça peut être, suivant vos projets, il peut y avoir une phase de compilation, il peut y avoir une phase de packaging, voilà, dépendamment de la façon dont vous travaillez, du langage que vous utilisez, des frameworks, etc. Ensuite, une fois qu'on a fabriqué nos artefacts, on va les tester. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir en général une phase classique, on va faire des tests unitaires, on va récupérer les résultats, on va faire des tests d'intégration, on va récupérer les résultats, etc. Donc suivant le niveau de maturité des équipes, on va faire des tests de charge, des tests de sécurité, voilà, différentes étapes de test. Donc ça c'est la façon de travailler habituelle avec Jenkins. Donc je suppose que vu qu'il y a beaucoup de monde qui utilise Jenkins, c'est ce que vous faites. Mais après, qu'est-ce qui se passe quand ça devient rouge? Ou, je sais pas, quelle est la votre couleur dans Jenkins, parce que chacun la met un peu comme il veut. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, dans la littérature, en fait, donc l'ouvrage de référence là que je cite, Continuous Delivery, donc ce qui recommande de faire, c'est d'arrêter déjà de pousser du code. Parce que quand on a quelque chose qui est cassé en fait dans la pipeline de développement, si on continue à ajouter du code par-dessus, ça devient de plus en plus difficile de savoir où était le problème et à débugger et à retrouver un état stable de fait du système d'intégration continue. Donc en général, qu'est-ce qui se passe? Donc on a deux choix en fait. Soit on arrête tout et tout le monde se met à essayer de corriger le problème, d'avoir un fixe pour ce qui a causé en fait l'échec de build ou l'échec dans des tests, etc. Donc on travaille tous ensemble jusqu'à temps que ça soit fixé. Une fois que c'est fixé, hop, on reprend. Tout le monde peut retravailler à nouveau dans son coin sur ses fonctionnalités. L'alternative, c'est de dire bon quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, on revient en arrière. On enlève le commit qui a posé problème, on revient en arrière et on peut à nouveau travailler et la personne qui a fait ce commit-là essaie de trouver pourquoi c'est problématique, quoi. Donc je ne sais pas si c'est votre expérience. Mais... Après, il y a des approches mixtes. On peut faire un peu de timebox. On dit on va essayer de fixer pendant un certain temps pour ne pas bloquer tout le monde, parce que ça bloque tout le monde quand on fait ça. On va essayer de fixer pendant un certain temps. Et si jamais on n'y arrive pas, on reverte. Donc ça, c'est une espèce de mix entre les deux. Donc après, on peut essayer aussi d'avoir des stratégies un petit peu pour éviter ce genre de problème. Donc on peut essayer de faire une branche d'intégration, pour récupérer toutes les modifications et faire tourner les tests sur cette branche d'intégration avant de la faire passer dans la branche principale de développement. Donc ça, c'est
c'est une méthode qui marche bien, mais on reporte le problème juste d'un cran en fait, parce que la branche d'intégration, quand elle est cassée, on a un peu le même problème. C'est moins problématique parce qu'on a toujours une branche qui peut être, je sais pas, utilisée par la QA ou utilisée par d'autres personnes, mais on a quand même toujours ce problème-là. Après, l'alternative, c'est de dire, bon, les développeurs, il faut qu'ils fassent passer tous les tests en local. Donc de temps en temps, c'est faisable. Les tests unitaires, en général, les développeurs les font tourner sur leur station de travail, et c'est pas obligatoirement un problème. Par contre, souvent, les tests d'intégration, c'est compliqué. Il faut un environnement, il faut des choses. Les tests de performance, ça devient encore un peu plus compliqué. Donc c'est difficile à mettre en place, en fait. Donc on voit qu'on a des stratégies, mais qui sont un petit peu bancales, on va dire. Pas obligatoirement faciles à mettre en place. Et du coup, pour mettre ça en place, c'est quand même compliqué, parce qu'il faut de la discipline, en fait. Faut s'arrêter dès que c'est rouge. Faut vraiment renforcer ça. Et ça devient de plus en plus difficile à fur et à mesure que la taille d'équipe augmente. Parce que plus il y a de personnes arrêtées, plus il y a de personnes bloquées à chaque fois, plus c'est difficile de maintenir la discipline. Les gens, ils veulent continuer à faire leur boulot, ils veulent continuer à faire passer leur fonctionnalité, parce que il y a des agendas, il y a des deadlines qu'il faut respecter, donc c'est compliqué. Dans les projets open source, c'est aussi difficile parce que toutes les différentes personnes qui travaillent dans les projets open source n'ont pas le même niveau d'implication, quoi. Donc on ne peut pas les arrêter tout en même temps. Il n'y a pas le même niveau de discipline qu'on peut avoir dans une entreprise. Donc c'est aussi compliqué de ce côté-là. Donc voilà, tout ça fait que c'était compliqué. D'utiliser ce genre de... C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'intégration continue dans les projets open source eux-mêmes, en fait. Après, c'est souvent les intégrateurs comme les distributions Linux ou les gens qui font des choses qui font l'intégration continue derrière, mais bon, la boucle de feedback est assez longue, en fait, au final. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans les systèmes... Pour avoir un système de CI dans les projets open source, donc le projet OpenStack, comme je disais au début, c'est poser la question comment on va faire pour faire scaler un système de CI. Donc l'idée maîtresse, en fait, c'est de dire on va inverser en fait le système central. Le système central avant était Jenkins, quand on faisait l'intégration continue. Maintenant, l'idée, c'est de dire que le système central, ça va être le système de revue de code. Donc ça veut dire qu'on va manipuler en fait le changement. Et tant que le changement n'a pas été validé, on ne va pas le faire passer dans la branche principale que tout le monde peut utiliser. Donc ce qu'on va faire, dès qu'il y a un changement qui est proposé, on va fabriquer ce changement. On va utiliser l'ajout de ce changement avec ce qui existait déjà. On va faire tourner les tests dessus. Et une fois que les tests seront passés, on va demander des revues de code. Donc déjà, ça va alléger la revue de code, parce que si jamais le changement... est cassé, casse quelque chose, etc., les personnes qui font les revues de code ne seront même pas notifiées, en fait. Elles ne seront même pas appelées, on ne leur demandera rien du tout, en fait. Donc ça améliore la revue de code, et en plus, ça va garantir, en fait, que le système est toujours stable, parce que une fois que la revue de code sera faite et que les tests seront passés, seulement à ce moment-là, on va faire le merge dans la branche principale. C'est-à-dire que la fonctionnalité va être ajoutée que si elle est correcte, en fait. Donc et l'avantage, en fait, de faire ça aussi, ça permet de travailler en parallèle de manière simple, parce qu'on peut tester les modifications en parallèle sans problématique, en fait. Donc ça permet de scaler, en fait. C'est surtout ça qui était important pour OpenStack. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée de la taille, en fait, de ce qui se passe dans l'intégration continue d'OpenStack, il y a 1000 propositions de changement par jour. Il y a 7500 votes dans le système de revue de code. Pardon. Il y a 16 000 environnements qui sont créés. Donc ça veut dire des machines virtuelles, c'est-à-dire pour chaque projet peut définir son ensemble, en fait, de tests qu'il va faire tourner. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de tests que de propositions, en fait. Donc il va y avoir les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests de qualité de code, enfin voilà, tout un tas de choses qui vont tourner pour chaque modification, en fait. Et à la fin, on va en merger que 250 sur les 1000 qui sont proposés. Donc il y en a plein qui vont échouer, et puis il y en a d'autres qui vont être mergés dans les différents projets. Il y a à peu près 350 projets dans OpenStack. 350 repository Git, on va dire. C'est pas vraiment des projets, parce qu'un projet peut avoir plusieurs repos Git.
Donc comment ça marche rapidement? Donc un développeur fait ses développements sur sa station de travail, sur son laptop, va faire les tests unitaires, va débugger son système. Donc il y a un système qui s'appelle DevStack qui peut tourner en local et faire tourner un mini OpenStack en fait sur une machine. Il va pouvoir faire ses tests. Ensuite, il va soumettre à l'aide d'un petit utilitaire qui s'appelle GitReview, qui permet de soumettre une modification dans le système de revue de code Gerrit. Une fois que ça a été soumis dans Gerrit, donc on va l'envoyer à Zool. Donc Zool va détecter qu'il y a une soumission. Et Zool va permettre de travailler sur des soumissions de code en parallèle. Imaginons qu'on ait un projet où il y ait je sais pas, 3 soumissions A, B, C qui sont soumises en même temps pour différentes raisons. Voilà, on a 3 développeurs qui ont soumis des patchs sur le même projet. Et qu'est-ce que va faire Zool? En fait, il va créer une branche de test pour le changement A. Ensuite, il va créer une branche de test pour le changement A plus B. Et il va créer une branche de test pour le changement A plus B plus C. Et il va les envoyer en parallèle dans le système de test. Donc tous les tests vont se dérouler sur ces 3 branches. Et ça permet en fait de manière spéculative de faire les tests sur ces 3 branches et à la fin de les merger tous. Parce que si on avait testé A d'un côté, B d'un côté, C d'un autre côté, à la fin, on ne les aurait pas testés ensemble et on aurait dû recommencer en fait les tests A plus B, puis ensuite A plus B plus C. Donc comme ça permet de faire une espèce de pipeline spéculatif de tests en fait. Ensuite, Gearman et Nodepool ont été créés. Gearman existait, c'est un outil qui a été réutilisé par OpenStack. C'est un bus de messages en fait qui est utilisé pour parler avec plusieurs serveurs Jenkins, parce que dans OpenStack, on est arrivé en limite d'un serveur master de Jenkins en fait. Donc il a fallu avoir plusieurs masters Jenkins, et donc réutiliser des techniques pour arriver à scaler Jenkins en fait. Et ensuite, on a un composant qui a été développé pour OpenStack qui s'appelle Nodepool, qui permet de gérer des machines virtuelles, de provisionner des machines virtuelles pour accélérer les tests. Donc on ne va pas provisionner une machine virtuelle vierge en fait et installer les packages dont on a besoin pour faire les tests. Nodepool va quotidiennement en fait provisionner une machine virtuelle avec tous les outils nécessaires pour faire les tests pour un tel type de test. Et va les créer, en fait, va provisionner un certain nombre d'instances dans les clouds qui vont être utilisées comme slave Jenkins et pouvoir faire tourner les tests, en fait. Donc le projet OpenStack utilise des VM dans le cloud HP, donc il est encore vivant, là, il va bientôt mourir, mais on s'en sert encore. Chez Rackspace, c'était un des fondateurs d'OpenStack, chez OVH, et on utilise aussi maintenant des clouds chez IBM aussi. Voilà. Donc le gros avantage en fait d'utiliser cette technique de gating CI, donc on a une gate qui permet de valider que les tests sont bons avant de les committer dans la branche principale, c'est qu'on ne casse jamais la branche principale, c'est super important. On peut faire du test spéculatif parallèle des modifications quand on a des développeurs qui travaillent sur le même projet, c'est super important. Quelque chose que je n'ai pas décrit, c'est que Zool permet aussi d'avoir des dépendances entre repos Git. C'est-à-dire que si on a une modification dans un repo et qui a besoin d'une modification dans un autre projet, on peut la décrire. On peut mettre depends on l'autre commit. Donc il va tester en fait que les 2 branches sont testées en même temps. Les 2 projets vont être testés en même temps avec les bonnes versions des branches en fait. Et après, le fait d'utiliser Nodepool, ça permet vraiment d'optimiser le coût en fait de création des slaves et les avoir soit à la demande, soit essayer d'accélérer aussi le cloud en les provisionnant avec une taille, avec un buffer assez important pour qu'il y ait une réutilisation optimum en fait. Donc comment faire chez vous? Ça c'est OpenStack, c'est très très gros, donc c'est pas obligatoire, vous n'avez pas besoin de scaler Jenkins, vous n'avez pas... Peut-être que vous avez le problème, mais bon, pas sûr qu'il... Oh, c'est bon. Donc comment le faire vous-même? Donc tous ces composants en fait qui sont utilisés dans ce système de gating CI sont des composants open source, donc vous pouvez les utiliser assez facilement. Certains existent depuis longtemps, comme Jenkins, Gerrit, etc. Donc vous avez des packages pour la plupart des distributions, donc vous pouvez les utiliser sans problème à partir de ces packages. D'autres sont utilisables à partir des sources. En général, c'est du Python dans le projet OpenStack, donc c'est assez simple. On fait un pip install, le nom du composant, et voilà, on l'a installé.
Et après, le projet OpenStack lui-même a des modules Puppet pour configurer tout ça et vraiment consommer tout ça et configurer tout ça assez facilement. Donc c'est assez simple à utiliser. Donc aucun souci si vous avez l'habitude de faire ces intégrations vous-même. Après, nous on travaille sur un projet qui s'appelle Software Factory qui permet d'intégrer tout ça et de l'utiliser chez vous assez simplement. Donc c'est une machine virtuelle qu'on crée, qui a tous ses composants préinstallés, avec un système de configuration à base de Puppet aussi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on installe tous ces systèmes. Vous avez un outil en ligne de commande qui permet de faire la configuration. Vous configurez votre nom de domaine, etc. Et tout est configuré automatiquement pour vous. On prévoit aussi dans le projet lui-même un repo Git spécial qui s'appelle config, où on met des fichiers de config qui définissent les pipelines Zool par défaut et la façon de créer les jobs Jenkins par défaut tout seul. Donc vous avez un repo Git qui est pré-rempli, vous avez juste à rajouter les noms de vos projets dedans et hop, ça va créer les jobs qui vont bien pour vous, des jobs d'intégration et de tests unitaires par exemple, assez facilement, et ça va lancer les pipelines de tests pour vous. On a mis en place une interface web avec un système de single sign-on, donc comme ça vous pouvez accéder à tous ces outils par le web, avec un menu web, avec un dashboard qui vous fait un résumé de tous les projets que vous avez sous Software Factory. On a fait une petite API REST pour pouvoir configurer, créer des nouveaux projets, créer des nouveaux utilisateurs, affecter les utilisateurs au projet, etc. Donc vous pouvez l'utiliser en ligne de commande ou avoir vos propres outils d'intégration si vous voulez faire un truc un peu plus sophistiqué. On inclut, par rapport au projet OpenStack, on inclut un système de tracking de bugs, comme ça les gens sont autonomes. S'ils ont Software Factory, ils peuvent être autonomes pour faire leur propre développement. Ils ont un système de tracking de bugs avec Redmine, et ils ont les outils aussi qui sont pas mal utilisés dans le monde open source et OpenStack en particulier, pour collaborer, donc PAST, pour s'échanger des bouts de fichiers, pour pouvoir dialoguer entre les développeurs, et Etherpad pour faire un peu de brainstorming collaboratif en ligne. Voilà. Donc ça, c'est juste des petits add-ons, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Ce qui est vraiment important, c'est Gerrit, Zool, Jenkins et Notebook. Ah, voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vous ai mis un petit screenshot assez rapide. Donc vous avez en haut, vous avez un menu. En fait, on ne voit pas très bien parce que c'est scalé en fait en large. Mais donc vous avez un menu avec tous les différents outils en fait qui sont intégrés dans une frame en dessous, et là vous avez le dashboard avec les différents projets qui sont gérés sous Software Factory. Donc voilà. Et après je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble l'interface de Zool. Donc quand c'est intégré dans Software Factory, là j'ai pris un exemple dans OpenStack parce qu'ils ont beaucoup de jobs, etc. Donc ça faisait un peu plus joli, quoi. Il y avait pas mal de vert et de rouge et de bleu. Donc comment ça se passe en fait, les pipelines, je ne les ai pas décrites en détail, mais Zool permet de définir des pipelines en fait, de jobs qui vont être lancés. Donc, par exemple, vous avez la pipeline à gauche, check, qui va être la pipeline qui va être lancée avant qu'une code review soit déclarée, en fait, une fois qu'une code review soit lancée. Donc par exemple, là, elles sont toutes vertes, donc ce commit-là, sûrement, ça va être bon, il va y avoir une code review derrière. Et après, il y a une pipeline qui est lancée après la code review, c'est-à-dire que quand la code review a été acceptée par les développeurs, en fait, il y a une pipeline qui est relancée sur ce qui se passe actuellement, donc ça peut être des tests un peu différents. Donc là, il y en a une qui est rouge. Donc ça peut bloquer ou ne pas bloquer. Donc ce qui est intéressant dans ce système, c'est qu'on va avoir des tests qui vont voter pour dire je veux faire passer ou je ne vais pas faire passer le changement, pardon. Donc il y a un test qui va pouvoir dire si ça échoue, le changement il passe pas, quoi. D'accord. Mais après on a aussi besoin de développer les tests. Donc si on faisait ça tout le temps, chaque fois qu'on avait des nouveaux tests, on serait embêté parce que on bloquerait le développement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute des tests qui ne votent pas, mais qui juste alertent, ils disent moi ça passe pas. Bon, peut-être que c'est normal ou c'est pas normal, mais c'est pas problématique. Comme ça on peut améliorer les tests sans casser toute la dynamique. Ça c'est assez important. Et après bon, il y a des pipelines qui vont pouvoir se lancer en post-commit, en fait, après les commits, après le merge, pour archiver ou pour lancer la doc, la création de la doc. Enfin, ça peut être différents trucs qui se déclenchent post-build, en fait.
Donc voilà, donc l'idée de cette nouvelle façon en fait, de faire du CI, c'est de plus jamais casser votre branche principale. Tout est disponible, donc vous pouvez mettre ça en place dans vos équipes, dans vos projets, c'est assez simple. Et puis après, vous pouvez utiliser Software Factory ou pas, mais si ça vous tente, bah, participez avec nous à la maintenance de ce truc-là, et voilà. Et vous aurez un beau système de CI. Et maintenant, question. Voilà, même 10 minutes. 10 minutes, ah bon, moi j'ai été plus rapide que la répétition. Software Factory, je permets rapidement, c'est un service en ligne. Non, c'est juste parce qu'il est hébergé sur lui-même en fait. D'accord, c'est un service en ligne, on peut le tester directement. Ouais. En fait, l'idée, c'est de récupérer les livrables du projet pour les implémenter sur son propre environnement. C'est ça, ouais. Ouais, exactement. Après, si vous participez, bah, vous l'utiliserez en ligne. Vous committerez, vous ferez des reviews dessus, parce que bah, voilà, vous proposerez des changements. Mais après, c'est plus pour l'utiliser chacun dans son environnement, quoi. Et dans l'ordre des merges, est-ce que vous avez des indices ou c'est vraiment random? Non, c'est pas random, hein, c'est vraiment dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés, en fait. Parce que pour le test, vous avez dit, vous testez A, après A plus B, Ouais. après A plus B plus C, et après vous avez écrit... Bah, c'est arrivé dans l'ordre ABC, en fait. Hein, donc, comme ils arrivent à peu près en même temps, c'est dans l'ordre. Après, ce qui se passe, ce que je peux expliquer, c'est que si jamais il y en a un qui échoue, par exemple, imaginons le B va échouer, donc on va tester A, ça va fonctionner, A plus B, ça va échouer. Ouais, c'est ça, ouais. Et le spéculatif, Spéculatif, c'est ça, c'est qu'on va d'avance tester A plus B, et d'avance tester A plus B plus C. Et si jamais ça échoue, en fait, on va faire échouer tous ceux qui viennent derrière. Si A plus B a échoué, ben, ça veut dire que c'est pas la peine de lancer A plus B plus C, et ça sert à rien. Et on va retester A plus C, en fait. On va faire échouer B, et on va tester A plus C, en fait. Et ainsi de suite, quoi. Et ça, c'est Zool qui fait ce boulot-là. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup.